Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième rencontre au niveau des assurances collectives. J'aimerais me présenter avant tout. Mon nom est Denis Cyr. Je suis conseiller en relations de travail et à la négociation, plus attitré jusqu'à présent à Revenu Québec. Donc, vous comprendrez que la présentation aujourd'hui, nous avons travaillé d'arrache-pied pour préparer ce type de rencontre-là déjà à Revenu Québec depuis janvier, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le transposer au niveau de la fonction publique au complet. Donc, sans plus tarder, je vais céder la place à Martin Trudel, notre troisième vice-président. Vas-y, Martin, c'est à toi. Oui, merci Denis. Merci à tout le monde d'être là. Je sais que des fois, passer l'heure d'une vie quand c'est beau dehors, c'est pas toujours évident. Donc, merci d'être là. Mais pour ceux qui l'auront manqué, vous pourrez leur faire part que cette rencontre-là est enregistrée. Donc, deuxième rencontre pour les assurances, surtout axée sur les réponses à vos questions et d'autres questions plus générales. Prenez note que tout ce qui sera présentement discuté, ça ne tient pas compte de la nouvelle entente de principe de la négociation de fonction publique. Donc, il y a des petites choses qui vont changer là, pour les contrats d'assurance prochainement. Mais c'est ça, c'est vraiment fait avec ce qu'on a actuellement là, comme contrat d'assurance. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là, toujours. Je repasse la parole à Denis. Bonjour. Merci beaucoup, Martin, mais c'était plus à Jonathan Baume, qui est notre Voilà. Je ne t'avais actuaire. pas présenté, donc Jonathan Baume, notre spécialiste actuaire qui va vous parler là, des différentes des réponses à vos questions. Donc, à toi, Jonathan. Merci Martin, merci Denis. Bonjour à tous pour cette deuxième séance d'information sur l'assurance collective. Donc, on a eu une première séance le 22 mai où on a présenté vraiment beaucoup d'informations sur l'assurance collective. On s'était concentré beaucoup sur l'assurance maladie, les notions de base et la question de la pérennité aussi du régime d'assurance. Donc, suite à ça, il y a des questions qui ont été transmises au SPGQ. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre, dans le fond, à ces questions-là. On a aussi ajouté des questions qui sont venues de d'autres séances d'information aussi pour bonifier la présentation puis couvrir le plus de matériel possible. Donc, sur ça, je vais en fait vous partager mon écran et m'assurer en fait que le tout fonctionne bien si Denis ou quelqu'un peut me faire signe que tout est correct là. Moi, je le vois bien, Jonathan, en tout cas. Parfait, C'est merci. parfait. C'est beau. Merci. Merci à vous deux. Donc, on a divisé en fait le matériel ou les réponses aux questions qu'on a reçues sur différents thèmes. Donc, on va parler d'appel d'offres. C'est une question qui revient quand même assez fréquemment dans beaucoup de séances d'information comme ça aux membres. On va aussi parler de conception et de tarification, démystifier certains mythes peut-être par rapport à la conception puis le coût du régime. On va parler ensuite des obligations du régime qui découlent essentiellement de la loi sur l'assurance médicaments au Québec. On va parler aussi un petit peu du régime de soins dentaires, juste à titre de rappel que ce régime-là est offert au SPGQ depuis le 1er janvier 2024, qu'il y a des gens qui ont exprimé qui ne savaient pas en fait que ce régime-là existait. Donc, je vais parcourir avec vous les grandes lignes du régime. Ensuite, quelques pistes de réflexion pour quoi faire pour réduire les coûts. Et ensuite, on va terminer avec une petite conclusion. Donc, une question textuellement qu'on a reçue qui va lancer, dans le fond, le thème de l'appel d'offres. Est-ce que vous magasinez à chaque année la meilleure compagnie d'assurance pour les employés? C'est certain que d'entrée de jeu, magasiner un assureur pour un régime d'assurance collective de 28 000 membres, c'est pas c'est pas les mêmes règles de jeu qu'une assurance auto ou habitation, par exemple. Il y a beaucoup moins de joueurs en assurance collective puis en assurance individuelle. Mais il y a aussi des concepts de tarification des primes d'assurance collective qu'on va revenir un petit peu plus en détail, mais qui dépendent vraiment de l'expérience du SPGQ. Donc, en termes d'appel d'offres, pour un groupe de la taille du SPGQ, mais aussi de façon générale dans le marché, la fréquence des appels d'offres va varier beaucoup selon la taille et le niveau de complexité du groupe. Hein. Donc, si on a un groupe qui est petit, très simple à administrer, la fréquence des appels d'offres peut être beaucoup plus rapide.
Hein. L'implantation chez un assureur prend beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus rapide d'implanter un régime comme celui-là. Le niveau de complexité aussi du groupe. Hein. Donc, au SPGQ, il y a différents employeurs qui participent en quelque sorte au régime d'assurance collective. Donc, il y a des interfaces entre les systèmes de paie et les systèmes des assureurs. Donc, la complexité du groupe va aussi jouer un rôle dans quelle fréquence on va en appel d'offres. Essentiellement, c'est pour tout le travail d'implantation qui est fait là, auprès de l'assureur qui est retenu. Le type d'arrangement financier entre l'assureur et le groupe aussi, c'est un élément qui va faire varier la fréquence des appels d'offres. Il y a des arrangements avec les assureurs selon lesquels l'assureur prend tout le risque. Donc, à ce moment-là, on va aller au marché un peu plus souvent parce qu'on va mettre en compétition les assureurs. Puis les assureurs peuvent évaluer le risque de manière différente. Puis il y a peut-être des économies à faire à ce niveau-là. Et quand on atteint une certaine taille, à ce moment-là, le risque est beaucoup plus pris en charge par le preneur du groupe et non pas l'assureur. Donc, à ce moment-là, quand on a un arrangement financier de cette façon-là en place, puis c'est le cas au SPGQ, on va y revenir, à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'avantages financiers à procéder à un appel d'offres parce qu'essentiellement, le groupe est pratiquement auto-assuré. Donc, c'est lui-même qui s'assure. Donc, il y a moins d'évaluation de risque, il y a moins de sources de profit potentielles de la part de l'assureur. Le nombre d'assureurs potentiels aussi va avoir évidemment un impact. Dans le cas du SPGQ, puis on va y revenir, le nombre de joueurs est limité étant donné la clause du siège social qui se trouve dans les conventions collectives. Donc, il y a moins d'assureurs qui sont disponibles et qui ont la capacité aussi de gérer un groupe aussi complexe, aussi gros que celui du SPGQ. Il y a aussi des avantages à être gros, là. C'est pas juste, c'est plus compliqué, puis il y a moins d'assureurs, mais il y a beaucoup d'avantages aussi au niveau de la taille en termes d'économie d'échelle et tout ça. On va y revenir à ça aussi. Donc, l'alternative à l'appel d'offres, ce que les preneurs d'un groupe de la taille du SPGQ font de façon assez fréquente, c'est au lieu d'aller en appel d'offres, étant donné que le nombre de joueurs est limité, que c'est complexe, c'est beaucoup de travail aussi, on fait un peu comme un travail de simulation d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on renégocie avec l'assureur en place une entente. Si l'entente est satisfaisante, on la fait vivre. Puis si c'est insatisfaisant, à ce moment-là, on peut précipiter un peu plus l'appel d'offres. Donc, je parlais de la fréquence des cycles. Il y a aussi le bon moment pour aller en appel d'offres. Et ça aussi, ça dépend de plusieurs choses. Évidemment, la qualité du service de l'assureur qui est en place. Donc, si ça ne va pas bien au niveau du service avec l'assureur présentement, ça peut être un déclencheur pour aller en appel d'offres. Si le service va très bien, à ce moment-là, c'est des choses qui peuvent prolonger le cycle d'appel d'offres. Donc, ce n'est peut-être pas nécessairement le bon moment pour y aller. Offre financière de l'assureur en place. Donc, évidemment, si financièrement, l'offre de l'assureur est pas assez compétitive, ça peut être un bon moment pour déclencher un appel d'offres. On a aussi la question de l'attraction du groupe. Donc, il faut que le groupe soit attrayant. Donc, quand on procède à un appel d'offres, il y a tout un document qui est préparé, qui est transmis aux assureurs, qui contient tout l'historique du dossier, les données de réclamation, tout ça. Il faut que ce groupe-là ait l'air attrayant pour les assureurs pour maximiser, dans le fond, ce qu'on peut aller chercher quand on va au marché. Quand ce n'est pas attrayant, là, à ce moment-là, les assureurs sont plus craintifs de soumissionner et ça donne des résultats qui sont moins intéressants. Donc, on essaie de trouver le bon timing, le bon moment pour décider d'aller en appel d'offres. Et finalement, il y a la question évidemment des ressources. Donc, les ressources doivent être disponibles et être prêtes à changer d'assureur. Donc, changer d'assureur, c'est un gros travail. En assurance collective, ça se prépare longtemps d'avance. Il faut être prêt à changer d'assureur pour maximiser le processus. Hein? Si l'assureur, à la lumière du cahier des charges, toute l'information, les discussions, a l'impression qu'on n'est peut-être pas sérieux dans la démarche, à ce moment-là, les offres des assureurs vont être moins intéressantes. Donc, ce qu'on veut, c'est démontrer au marché qu'on est prêt, on a les ressources, puis si l'offre est intéressante, on est prêt à changer d'assureur. Et puis finalement, évidemment, les conditions de marché. Donc, on fait le tour du jardin, on regarde les assureurs qui sont disponibles pour soumissionner. Il y a des assureurs présentement qui sont en implantation de système. Donc, des fois, quand ils sont en implantation de système,
ils font une sélection plus restrictive des contrats qu'ils veulent mettre en place chez eux. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement des conditions gagnantes. Donc, on attend de trouver un bon moment là, pour aller au marché, pour profiter de tout ça. Donc, excusez-moi. Donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt, on a, évidemment, le SPGQ n'est pas le seul groupe dans le milieu public-parapublic qui a une clause de ce type-là dans ses conventions collectives, mais il y a une clause qui restreint, dans le fond, la liste des assureurs potentiels. Donc, le groupe d'assureurs doit avoir son siège social au Québec. Donc, comment ça se traduit tout ça, c'est quand on regarde la part de marché des assureurs au Québec, puis les différents assureurs qui sont disponibles, qui pourraient soumissionner pour le groupe de SPGQ. Vous voyez là en couleur SPGQ, on a Desjardins, Beneva, Industrielle Alliance. Ce sont 3 assureurs qui sont au Québec. Croix-Bleu, son siège social officiellement est au Nouveau-Brunswick. Ils ont une entité Croix-Bleu Médavie qui est située au Québec. Donc, quand vient le temps de déposer une soumission, il y a toute une question, il y a toute une zone grise là, au niveau du siège social ici. Est-ce que Croix-Bleu est admissible ou non? Fait que Croix-Bleu n'est pas absolument n'est pas un joueur potentiellement intéressant non plus. Le marché est quand même restreint. Là. On voit les compagnies qu'on connaît, qu'on entend beaucoup, Sun Life, Canada Vie, Menuvie, qui sont très présents à l'extérieur au Canada. Au Québec, un peu moins présents. Ces compagnies-là ont siège social à l'extérieur du Québec. Donc, 3 joueurs. Au Québec, le marché est principalement chez Beneva, qui est dans le fond le mariage entre SSQ puis la capitale, puis Desjardins. Et on a Industrielle Alliance aussi qui est quand même assez présent, un peu moins dans le marché public parapublic. Donc voilà. Puis il y a quelques petits joueurs aussi qui peuvent avoir des sièges sociaux au Québec, mais qui ne pourraient pas gérer un groupe complexe comme celui du SPGQ. Pas beaucoup d'assureurs dans le marché, mais ça reste que c'est des bons joueurs. Là. Desjardins Beneva, c'est des grosses machines. Là. Ils n'ont rien à envier au Sun Life et Canada Vie, Menuvie de ce monde. Ils font un très, très bon travail, ont une très bonne connaissance du marché québécois. Donc, c'est quand même des joueurs très sérieux. Donc, pour répondre, dans le fond, en partie à la question, c'est en raison de la taille. Le SPGQ a une entente de partage de risques. Fait que ça, je vous en parlais au début de la section. Là. Je parlais d'assurance voiture, assurance habitation. Bien, SPGQ a une entente de partage de risque avec l'assureur. Donc, à chaque année, le SPGQ paye des primes pour payer les réclamations de ses membres et pour payer les frais de l'assureur. Puis s'il reste un surplus ou un trop payé, à ce moment-là, ça s'en va dans ce qu'on appelle un fonds de stabilisation qui est là pour les jours plus sombres où l'expérience va mal aller. Et quand ce fonds-là, il y a un niveau maximum qui est atteint, mais là, le surplus il est vraiment dégagé. Ça appartient au SPGQ, puis c'est remis sous forme de congé de prime. Ça, il y en a eu dans les dernières années des congés de prime qui ont été appliqués en assurance vie, en assurance maladie. Puis ces congés de prime-là, ça vient de surplus qui ont été faits dans le passé. Évidemment, les fonds ont été épuisés. Là. Il n'y a plus de congés de prime présentement. Il n'y en aura pas l'année prochaine non plus, mais au moins, on a pu bénéficier de ça. Si on n'avait pas eu cette entente-là en place avec l'assureur, ces surplus-là auraient été empochés, en fait, par l'assureur. Donc, quand on a une entente de ce type-là, puis ça, on a ça en assurance, l'SPGQ, ça en assurance vie, en assurance maladie, puis en assurance salaire de longue durée. Donc, pratiquement l'ensemble de ces garanties, ça minimise les frais de l'assureur et les coûts du régime. C'est un peu comme si le SPGQ était son propre assureur, dans le fond, et que l'assureur, lui, il administrait les réclamations. Donc, quand on a une entente comme celle-là en place, quand on fait un appel d'offres, l'évaluation des propositions des assureurs se fait principalement sur les frais proposés par chacun. Et quand on regarde les frais pour un groupe de SPGQ, les frais d'assureur, c'est 5,4 de la prime. Donc, c'est très, très bas. Là. Ici, c'est un des avantages d'avoir un groupe de taille importante, là, 28 000 assurés, 18 000 en assurance maladie, ça fait en sorte que les frais sont très, 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 très bas. 5,4 des primes, c'est à peu près, c'est plus que la moitié, c'est moins que la moitié des taxes qui sont applicables. Les frais de fonctionnement du comité sont très, très bas. L'essentiel de la prime, ensuite, c'est les réclamations. Donc, c'est les réclamations payées pour les membres du SPGQ.
strictement, là. Donc, 83% de la prime dépend de l'expérience, des réclamations propres aux membres du SPGQ et de leur famille, évidemment, quand ils sont couverts dans le régime d'assurance collective. L'autre gros morceau, c'est les taxes à 11,3%. Donc, pour répondre à la question, est-ce que vous magasinez à chaque année la meilleure compagnie d'assurance pour les employés? Donc, pour obtenir des soumissions intéressantes, c'est important que le portrait financier du groupe soit attrayant. Ce n'est pas nécessairement le cas dernièrement. Vous l'avez vécu, il y a des augmentations importantes en assurance maladie depuis 3 ans. Que les conditions de marché soient propices, et ça, on y est presque, là. Je vous dirais, il y a des joueurs importants qui font des transitions de système. Il y a un nouveau joueur qui essaie de percer, un joueur d'importance qui essaie de percer le marché québécois aussi. Donc ça pourrait être intéressant et que le contexte soit favorable. Donc, quand tous ces éléments-là sont réunis, c'est là que la décision, c'est là qu'on vient maximiser, dans le fond, les chances d'avoir des meilleurs résultats au niveau de l'appel d'offres. Et ça, c'est des questions que le SPGQ se pose à chaque année. La question de l'appel d'offres, à savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que financièrement notre groupe est attrayant, puis est-ce que les conditions de marché sont là. Si tout ça est réuni, à ce moment-là, c'est un bon moment pour aller en appel d'offres. Donc là, on va changer de thème. On va parler de conception et de tarification de régime. Donc ça, c'est une question qui a été soumise aussi. Donc, depuis quelque temps, au niveau des médicaments, on paye 5 pour chaque médicament. C'est quelque chose qui a été mis en place le 1er janvier 2023. Donc, la personne prend 8 médicaments par mois, donc ça fait 40 puis 12 mois, ça fait 480 Donc, c'est une grosse augmentation pour ce membre. La question, c'est pourquoi cela a changé? Et il y avait une sous-question à ça qui était, en plus, on n'a pas été avisé du changement, donc il faudrait faire part de cette information-là. Donc, on va ouvrir la parenthèse un peu plus tard pour parler un peu de la communication des ajustements au renouvellement et des modifications. Donc, cette diapositive-là, on l'avait présentée le 22 mai. C'est l'écosystème du régime d'assurance collective. On a l'assureur, évidemment, ici, qui prend une partie du risque, qui fait le traitement des réclamations. On a évidemment l'employeur qui fait l'administration du régime. Tout ça, c'est conventionné, le rôle de l'employeur dans tout ça. On a évidemment les adhérents qui profitent du régime et on a le SPGQ. Donc, le SPGQ est vraiment signataire du contrat. Donc, c'est le preneur du contrat d'assurance collective, ce n'est pas l'employeur. C'est le SPGQ qui aussi décide quelles modifications, comment on bâtit le régime d'assurance collective. On ne peut pas tout faire. Il y a des lois, il y a des règles en place, il y a des standards, il y a des choses que les assureurs ne peuvent pas mettre en place, mais essentiellement, la décision, si l'assureur est prêt à la mettre en place et est capable d'administrer, la décision revient au SPGQ. Hein? Ce n'est pas le SPGQ qui décide, ce n'est pas le comité d'assurance d'avantages sociaux du SPGQ qui prend toutes les décisions, le conseil syndical qui est derrière ça aussi. Donc, la décision revient ultimement au SPGQ. Le régime, c'est le régime des membres. Puis, un des avantages, justement, d'être signataire du contrat, d'être preneur du contrat, c'est ça. Donc, on peut décider ce qu'on fait avec le régime d'assurance collective, les modifications qu'on met en place. Comme par exemple, les soins dentaires qui ont été ajoutés le 1er janvier. Le SPGQ n'avait pas besoin de négocier avec les employeurs pour la mise en place de ce régime-là. La convention collective, il y avait des termes qui permettaient de faire ça. Le SPGQ avait sondé ses membres. On a décidé de mettre ça en place. On travaille avec l'assureur Beneva, puis on a mis ça en place pour le 1er janvier 2024. Donc ça, c'est un des gros avantages d'être preneur de contrat. C'est que chaque modification de régime, le SPGQ n'a pas à aller négocier avec l'employeur. Hein, c'est vraiment le SPGQ qui décide. Donc, cette relation-là, prime égale réclamation plus frais, c'est un concept, c'est une notion vraiment de base là, en assurance collective. Donc, les primes du SPGQ, puis je l'ai mentionné aujourd'hui, puis je l'ai mentionné aussi le 22 mai. Les primes du SPGQ, ça dépend vraiment des réclamations de l'ensemble des membres et la personne à charge, plus les frais de l'assureur. Donc, c'est comme ça que la prime est déterminée. Donc, quand on fait des modifications au régime, on vient augmenter les niveaux de réclamation. Et ça vient, en contrepartie, augmenter le niveau des primes. Quand on vient réduire la couverture du régime, ça réduit les réclamations et ça vient réduire le niveau des primes. Donc, cette relation-là
elle est très, très crédible pour un groupe de la taille du SPGQ. Ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des groupes dans le marché. Quand on a un petit groupe de 10 ou 15 personnes, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais pour le SPGQ, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on regarde l'impact d'une modification, vous voyez là, à l'écran, on a la répartition des réclamations pour certains soins. On a un régime de base intermédiaire enrichi. On a les médicaments, puis on a d'autres soins ici. Donc, on voit, par exemple, que les réclamations pour les psychologues et autres professionnels en santé mentale représentent pour le régime intermédiaire 2,3 %. Donc, ce que ça veut dire, c'est si on voulait, par exemple, déplafonner le maximum par visite pour les psychologues, passer de 70 ou l'augmenter de 70 à 140, par exemple, on doublait le plafond, parce que c'est à peu près ça, une réclamation moyenne chez un psychologue par visite, c'est 140 à peu près, 130, 140. Donc, si on doublait ça, mathématiquement, l'impact, ce serait de doubler le 2,3 %. Donc, ça représenterait 2,3 % de la prime. Donc, c'est aussi simple que ça, là. Donc, on regarde les réclamations qu'on anticipe. Il va y avoir plus de réclamations, évidemment, si on déplafonne, mais à ce moment-là, ils vont avoir un impact sur la prime de 2,3 %. En contrepartie, puis des fois, on l'entend, où il y a des soins qui ne font pas l'unanimité nécessairement, mais les membres s'expriment par rapport à ça, puis questionnent, par exemple, la couverture de l'homéopathie, par exemple. Bon, on voit que dans le régime intermédiaire, là, on est à 0 % et enrichi 0,01 %. Donc, si on éliminait la couverture pour les homéopathes, il n'y aurait pas d'impact sur la prime d'assurance collective. Donc, c'est mathématique, là. Donc, chaque année, le SPGQ, quand le SPGQ considère faire des modifications en plate, en fonction de ce qu'on voit dans le marché, en fonction des demandes des membres, en fonction des nouveaux médicaments ou des changements dans l'industrie des soins de santé, en fonction de tous ces éléments-là, des fois, chaque année, en fait, le SPGQ va regarder pour faire des modifications, puis on va évaluer l'impact de ces modifications-là. Je vous dirais, depuis 3 ans, avec les augmentations qu'on connaît, c'est plus au niveau de réduction et de couverture que le SPGQ s'est penché, considérant le coût important de la prime du régime d'assurance collective. Donc, on n'est pas dans un contexte où on peut se permettre de faire des améliorations quand on regarde le niveau de la prime actuelle. Donc, c'est plus dans cette optique-là que le SPGQ l'a regardé dans les dernières années. C'est pourquoi il y avait des modifications au 1er janvier 2023, donc la franchise par médicament, qu'on appelle aussi le ticket modérateur. Il y avait des maximums annuels de déboursés qui avaient été révisés aussi pour baisser l'augmentation de la prime qui était requise par l'assureur. Donc, c'est vraiment mathématique. On valide ces calculs-là avec les assureurs, mais essentiellement, l'impact des modifications, ça dépend de l'utilisation que les membres vont en faire. Donc, pour répondre à la question plus officiellement, donc, le régime du SPGQ, c'est vraiment le régime de ses membres. Ça, je l'ai mentionné, puis je le répète. Donc, les dispositions du régime sont principalement déterminées par le SPGQ. Puis ça dépend là, des facteurs que vous voyez à l'écran. Donc, besoin des membres. Donc, s'il y a des modifications que vous voulez faire au régime, que vous voulez que le SPGQ considère, à ce moment-là, vous soumettez ça au SPGQ. Le SPGQ est preneur de son contrat. Les pratiques du marché, le cadre législatif aussi, on le voit, là, le régime dentaire canadien fédéral, la loi sur l'assurance médicaments, la loi sur l'assurance qui a été votée, le projet de loi C-64 a été approuvé cette semaine. Et des fois, il y a des changements comme ça qui viennent modifier ou impacter le régime d'assurance collective. Donc, il faut les regarder. L'évolution des soins de santé. Depuis 20 ans, il y a une transformation extraordinaire des coûts des médicaments. Donc, et la capacité de payer, qui est un facteur quand même très, très important au niveau de l'SPGQ. Donc, toutes les recommandations sur le régime sont effectuées par le Comité des avantages sociaux du SPGQ. Le Conseil syndical du SPGQ ensuite entérine ou amende les recommandations. Donc, ça, c'est fait régulièrement à chaque année à l'automne en prévision du renouvellement au 1er janvier. Donc, au niveau de la communication des changements et des ajustements à la tarification, donc ces éléments-là qui se passent généralement à l'automne, évidemment, il y a des défis de communiquer avec les membres pour un syndicat. Le SPGQ n'est pas seul dans cette situation-là. Beaucoup de syndicats sont dans cette situation-là. Donc, c'est important de rester à l'affût des informations qui sont publiées.
qui sont publiées à 2 endroits. Il y a de l'information qui est publiée sur le site de Beneva. Il y a des informations qui sont publiées sur le site web de SPGQ. Donc, chaque année à l'automne, sur le site de Beneva, il y a de l'information qui est diffusée. Là, je vais cliquer en espérant que tout ça suive correctement. Je pense que ça devrait. Ça a l'air de suivre. Donc, vous voyez une page Beneva sur le site de Beneva pour le SPGQ. Donc, il y a une page comme celle-là aussi pour les retraités. Il y en a une pour les actifs. En fait, celle-ci combine les deux, employés et retraités. Donc, on a pour les employés les formulaires d'adhésion et on a aussi contrat et tarification. Donc, c'est ici, vous voyez le sommaire des protections et tarifications. On peut le consulter et là, ça nous amène vers le sommaire du régime en vigueur au 1er janvier 2024. Donc, chaque année, c'est mis à jour et on a le détail des couvertures en mettant les modifications en lumière là, pour que les gens puissent le voir assez facilement. Donc, il y avait une modification au niveau des médicaments contre l'obésité. C'était la seule modification au 1er janvier dernier. Et on a ensuite toute la tarification là, ici. Donc, on a le tableau qui présente l'ensemble de la tarification. On a la part employeur dépendant des différents employeurs ici. Là. Donc, ça, c'est de l'information qui est disponible. Donc, à l'automne, c'est important d'aller voir là, ce qui est diffusé sur le site. Cette information-là est transmise aussi à tous les employeurs. Beneva demande, c'est Beneva qui transmet l'information. Beneva demande aux employeurs de s'assurer que cette information-là est disponible aux membres, parce que c'est l'employeur qui administre le régime. Donc, si vous avez des questions, il faut toujours vous référer à la personne ressource chez l'employeur pour pouvoir avoir cette information-là. Vous voyez communiquer aux assurés au niveau des soins dentaires. Donc, on a aussi l'information au niveau du lancement du régime de soins dentaires. Donc, ça, c'est de l'information qui est disponible sur le site de Beneva. Si je reviens à la présentation, il y a beaucoup d'informations aussi sur le site du SPGQ comme tel. Donc, il y a un FAQ sur les modifications qui est aussi sur le site. Donc, pour y accéder, bon, on s'en va à la page d'accueil du SPGQ, on clique sur « Je suis membre », on descend à « Mes avantages », on a un régime d'assurance collective avec Beneva, on clique là-dessus. Et là, ça nous amène à différents liens d'information. Donc, par exemple, nouvelle assurance dentaire, l'assurance collective, l'information plus générale. On a les informations sur le renouvellement. Donc, renouvellement de l'assurance au 1er janvier 2023. C'était au 1er janvier 2023 que le SPGQ avait fait les modifications pour la franchise par médicament de 5 $. Et là, il y a plusieurs questions qui sont en lien avec ça. Donc, avec l'introduction d'une franchise de 5 $ par médicament, qu'est-ce qui se passe avec la franchise annuelle? Comment je fais pour savoir si ma pharmacie facture des frais trop élevés? C'est quoi une franchise par achat? Il y a toute la mathématique qui est expliquée. Et donc, plusieurs informations. Vous le voyez, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées là-dessus. Donc, restez à l'affût d'informations à l'automne, généralement. C'est là que l'information est diffusée. Site de Beneva, site web de SPGQ. Il faut toujours vous référer à la personne RH de votre employeur pour avoir des informations sur le sujet. Donc, ici, j'indique dans la présentation comment accéder à l'information. La présentation va être partagée à tous. Donc, changement de question, de thème. Et ça, c'est pas une question qui est. C'est une question en fait qu'on a ajoutée parce que le SPGQ se la fait poser quand même régulièrement. Quand on regarde les coûts du régime du SPGQ, qu'on compare ça avec les coûts de la RAMQ, si on mettait fin au régime d'assurance collective du SPGQ, ben, les gens peuvent constater, sont en mesure de constater, étant donné que l'employeur ne contribue pas beaucoup au régime, à ce moment-là, les membres payent de leur poche une prime beaucoup plus importante en étant couverts dans le régime de SPGQ que s'ils étaient couverts au niveau de la RAMQ. Donc, cette question-là est posée régulièrement. Donc, le SPGQ a des obligations. Le SPGQ n'est pas seul. Tous les preneurs de contrats d'assurance collective au Québec sont dans la même situation. L'article 38 de la loi sur l'assurance médicaments qui a vu le jour en 1997. Donc, un assureur ne peut conclure ou maintenir en existence pour un groupe un contrat d'assurance collective qui comporte des garanties d'accident, maladie ou d'invalidité, à moins que des garanties au moins égales à celles du régime général ne s'appliquent à ce groupe. Donc, quand on parle du régime général, on parle du régime public d'assurance médicaments. Donc, autrement dit,
ce que cet article-là mentionne, c'est si tu offres quelque chose en assurance collective pour la maladie, l'accident ou l'invalidité, ben, les contrats d'assurance collective sont généralement pour ça, ben, à ce moment-là, tu n'as pas le choix d'offrir de l'assurance médicaments. OK? Puis cette couverture-là de médicaments doit être au moins aussi généreuse que celle du public. Donc, si on mettait fin à la couverture d'assurance maladie du SPGQ, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le choix de mettre fin à l'assurance vie et à l'assurance invalidité. L'assurance invalidité, c'est la garantie critique d'un régime d'assurance collective. Donc, les législateurs ont prévu le coup là, en 1997. Ils savaient bien que si on ne mettait pas un article comme ça en place, ben, à ce moment-là, les gens pourraient comparer les régimes publics-privés puis mettre fin à leur assurance médicaments au niveau du privé pour que les gens transfèrent dans le public. Donc, tout ça a été bien réfléchi, bien entre guillemets, là. Donc, le régime doit être au moins aussi généreux que celui du régime public. Le régime public, c'est quoi exactement? Ben, il y a une liste de médicaments, à peu près 8000 médicaments qui sont couverts. Donc, on n'a pas le choix de couvrir ces 8000 médicaments. Le régime du SPGQ en couvre plus. La définition de médicament admissible est plus large. Donc, c'est 8000 médicaments. Il y a des médicaments réguliers. OK? Donc, médicament qui est prescrit par le médecin, c'est remboursé. Pas besoin d'autorisation préalable, pas besoin de compléter un formulaire. Donc, ces médicaments-là, on a les médicaments d'exception. Donc, ça, c'est ceux qui nécessitent de compléter une autorisation préalable. Et il y a le programme de patients d'exception, qui est une boîte noire, en fait, qui a pas en fait, il n'y a pas de médicaments comme tels qui sont spécifiés. C'est un programme qui dit que euh, si le médicament est important pour la personne, qui a démontré des bienfaits notables et que ça coûte très cher pour cette personne-là, ben à ce moment-là, le régime public va rembourser le médicament-là. Et ce programme-là, les règles de ce programme-là, les régimes privés n'ont pas le choix aussi de les inclure dans le régime d'assurance collective. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que beaucoup de médicaments coûteux, qui ne font pas partie nécessairement des listes de médicaments admissibles, se retrouvent remboursés via le régime du patient d'exception. Donc, les régimes privés n'ont pas le choix. Donc, si je reviens aux autres éléments qu'on doit respecter, donc la liste des médicaments, ça je l'ai mentionné. On a ensuite, il y a d'autres éléments là, du régime public, mais on n'a pas nécessairement besoin de les respecter. Là. La franchise mensuelle, on n'a pas besoin de respecter ça. Le remboursement après la franchise de 67 il faut le respecter. Mais surtout, c'est la contribution maximale de 99 à 65 par mois. Ce que les bulletins d'interprétation nous disent, c'est qu'il faut respecter le montant annuellement. Donc, ce que ça dit, la contribution maximale, c'est dès que quelqu'un sort de sa poche 1196 $ par année, à partir de ce moment-là, le régime n'a pas le choix de rembourser 100% des coûts. Donc, vous comprenez que cet élément-là, additionné à la liste des médicaments, quand on sait que les médicaments représentent 85% des coûts du SPGQ, ben, on a un peu les preneurs de contrat, puis SPGQ n'est pas tout seul là-dedans, là, tous les preneurs de contrat sont dans la même situation, ont un peu les mains liées sur les modifications au régime qu'on peut faire pour réduire les coûts du régime d'assurance collective. Donc, ça, c'est le contexte au Québec avec lequel on doit vivre. Donc, à la question, est-ce que le SPGQ pourrait ne plus proposer de régime d'assurance collective? La réponse, c'est un gros chantier. Mettre fin au régime, c'est une décision super importante. Ça a des impacts majeurs, évidemment, pour les gens. Hein, parce que si on met fin au régime, ben, il y a des médicaments là, qui sont couverts présentement dans le régime du SPGQ qui ne seront plus couverts si les gens vont au régime public. Fait qu'il faut vraiment faire une analyse, une étude très, très complète de tous les avantages, tous les inconvénients, puis une consultation évidemment massive des membres. Et même si les membres réclamaient la fin du régime d'assurance collective, donc plus d'assurance vie, plus d'assurance invalidité, plus rien, ben, il faudrait le négocier avec l'employeur parce que ça fait partie de la convention collective. C'est stipulé que le syndicat doit offrir un régime d'assurance collective à ses membres. On change de thème. Honoraires des pharmaciens.
Donc, est-ce que les honoraires professionnels et le pourcentage du distributeur sont les mêmes dans toutes les pharmacies? Donc, un petit rappel suite à la présentation du 22 mai du fonctionnement des coûts des médicaments. Donc, on a le prix de la molécule qui est uniforme partout pareil au Québec, au Canada. On a autant public qu'au privé, là, peu importe si la personne est couverte dans un régime d'assurance collective privée ou un régime public. Ensuite, on a la marge bénéficiaire du gros 6 qui est encadrée par la loi sur l'assurance médicaments. Donc, le gros 6, c'est celui en fait, c'est l'intermédiaire entre le fabricant de médicaments et la pharmacie. On peut le voir de cette façon-là. Donc, ces frais sont maximisés, là. C'est 6,5 du coût de la molécule, maximum 49 $. Donc, tout ça est bien encadré pour les médicaments qui sont sur la liste RAMQ. Les autres médicaments, à ce moment-là, il n'y a pas d'encadrement. Et ensuite, on a les honoraires du pharmacien. Donc, pour le régime public, la RAMQ négocie une entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Et les frais, c'est autour de 9-10 $ là, pour une prescription de 30 jours. Alors qu'au privé, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrôle. Donc, le pharmacien peut facturer les honoraires qu'il veut mettre en place. Évidemment, les honoraires doivent être raisonnables. On ne peut pas mettre n'importe quoi, mais il n'y a pas d'encadrement là, par rapport aux honoraires du pharmacien dans les régimes privés d'assurance collective. Donc, ce que ça fait que les honoraires, ça va varier en fonction du type de médicament. En fait, ça va varier en fonction du nom du médicament. Ça va varier en fonction de la durée de prescription, donc 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et ça va varier aussi d'une pharmacie à l'autre. Et le SPGQ avait fait une étude en 2022, en 2023 pour les réclamations de l'année 2022, pour voir s'il y avait, pour voir la disparité des honoraires des pharmaciens pour ses membres. Donc, c'est vraiment des données du SPGQ en étant en mesure d'identifier les honoraires pour certains médicaments. Ici, on a un exemple pour le Dexilan, une durée de 30 jours. Dexilan, c'est pour principalement les reflux gastriques. Donc, on voit que les honoraires du pharmacien, en moyenne, c'est autour de 18 $ là. On voit là, c'est environ 17,50 $ pour 30 jours. Donc, on est quand même déjà presque le double du 9 $ de la RAMQ. Donc, ça, c'est le premier constat. L'autre constat, c'est qu'il y a quand même des honoraires qui varient d'une pharmacie à l'autre. Okay? Donc, ça varie entre 8 $ et 32 $. Il y a des données qui sont considérées peut-être aberrantes, là, qui devraient peut-être pas, on ne devrait pas porter de conclusion nécessairement sur ces quelques pharmacies-là. Mais on voit quand même beaucoup de pharmaciens qui ont facturé des honoraires entre 18 et 22 $. Donc, un 4 $ de plus par prescription, 12 prescriptions par année, juste avec cette réclamation-là, c'est 50 $ de différence, là. Donc, par rapport au prix moyen d'honoraire des pharmaciens. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne variabilité dans les honoraires des pharmaciens. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres médicaments pour lesquels on avait des données similaires. Et quand on regardait les données agglomérées pour 380 000 réclamations pour les 9 premiers mois de l'année 2022, donc, on avait beaucoup de réclamations là, qui étaient pour des durées de 30 jours, comparativement à 90 jours. Et là, vous voyez les honoraires moyens, 19 $ pour une prescription de 30 jours, 30 $ pour une prescription de 90 jours. Donc, si on prend une prescription 3 fois de 30 jours, vous payez 60 $ d'honoraires. Comparativement, une fois 90 jours, c'est 30 $ d'honoraires. Donc, une économie de 30 $. 4 fois par année, 120 $ par année. Donc, ça peut aller assez rapidement. Et ce qu'on sait, ce que les données nous démontrent, c'est qu'environ 70-75 % des réclamations de durée de 30 jours pourraient être des réclamations de 90 jours. Donc, ce sont beaucoup des médicaments qu'on appelle de maintien, des médicaments classiques, Synthroid, Lipitor, qu'on prend chaque mois, qu'il n'y a pas de changement dans le dosage. Donc, on pourrait prendre des prescriptions plus longues. Ça, c'est un des messages d'ailleurs à retenir d'aujourd'hui. C'est pour vos réclamations de médicaments, moi, je vous recommande de regarder votre facture, voir les honoraires.
la situation s'y prête, le médicament s'y prête, votre pharmacien est d'accord, évidemment, de prendre des durées de prescription plus longues. 90 jours au lieu de 30 jours, vous allez voir des économies. Et, donc, ça, c'est intéressant à constater. Le SPJQ a mis sur leur site Internet un exemple d'un panier de médicaments, donc quelqu'un qui réclame 4 médicaments, selon vraiment les médicaments parmi les plus réclamés pour le SPJQ. Donc, on voyait le coût pour 30 jours, le coût pour 90 jours, l'économie annuelle qui pouvait être faite selon ces 4 médicaments-là. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les honoraires professionnels des pharmaciens sont les mêmes dans toutes les pharmacies? La réponse, c'est non. Pour les personnes couvertes dans un régime privé, comme celui du SPJQ, c'est déterminé par le pharmacien. Le pourcentage pour le distributeur, c'est encadré pour la plupart des médicaments. Donc, le coût des médicaments varie donc d'une pharmacie à l'autre. Et de plus, les honoraires par jour sont généralement plus élevés pour des durées plus courtes de prescription. Ça résume pas mal les messages clés de cette question-là. Ensuite, régime de soins dentaires du SPJQ. Donc, je vais y aller rapidement là-dessus. Les informations sont sur le site du SPJQ. Il y a de l'information sur le site de Beneva aussi. La présentation va être disponible. En gros, il y a eu du travail qui a été fait au niveau du SPJQ en 2023 pour mettre en place, implanter à la demande des membres. C'est un mandat qui avait été reçu du conseil syndical. Mettre en place un régime de soins dentaires, ce qui a vu le jour au 1er janvier 2024. Donc, il y avait une communication qui a été faite à l'automne dernier. Donc, rapidement, le régime de soins dentaires, franchise de 50 par certificat, soins préventifs remboursés à 80 avec des examens une fois aux 12 mois. Réclamation pour des soins de base, donc plombage, traitement de canal, 80 restauration majeure, donc des prothèses, des partiels, des ponts, des couronnes, 60 avec des maximums au moment de l'adhésion, 500 pour la première année, 700 pour la deuxième année, 1000 pour la troisième année. L'orthodontie à 50 maximum 1000 viagers, donc 1000 à vie. Évidemment, les soins d'orthodontie, ça ne coûte pas 1000 là. C'est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. Donc, le régime ne vise pas à payer ou rembourser complètement les soins d'orthodontie. Mais le régime vise plutôt à offrir une contribution pour aider, dans le fond, pour des traitements d'orthodontie. Période minimale de maintien de 36 mois. Donc, je pense que le premier constat que les gens peuvent faire quand on regarde un régime comme ça, c'est OK, 500, 700, 1000 ça augmente au fil du temps. Donc, ça peut être restrictif, ça peut paraître restrictif. Période minimale de maintien 36 mois, donc pas le choix d'être couvert dans le régime pendant 36 mois. Ces mesures-là visent à combattre l'ennemi numéro 1 de l'assurance, c'est-à-dire l'antisélection. Donc, en mettant un régime comme celui-là en place, avec ces règles-là, ce qu'on évite, c'est que des gens adhèrent dans le régime, fassent des grandes réclamations, puis sortent du régime. Donc, c'est ce qui est visé en mettant des mécanismes comme cela en place. Donc, ce n'est pas un régime qui couvre de façon illimitée rapidement les soins dentaires, mais ça peut quand même aider les gens à aller chez le dentiste. Le régime est 100% facultatif. Et vous voyez là, les taux par 14 jours qui sont à l'écran. Donc, c'est des taux qui sont quand même relativement bas, étant donné les règles qui ont été mises en place pour le régime. Donc, c'était aussi un des objectifs qui était visé, c'était de mettre un régime en place qui était abordable. Hein, parce que, évidemment, ça s'ajoute au coût du régime d'assurance maladie qui est déjà élevé. Donc, les grandes lignes du régime, on les a à l'écran. Si vous voulez participer dans le régime de soins dentaires, c'est à partir de maintenant, c'est le premier jour de la période de paye qui suit la réception de la demande par l'employeur. Minimum 36 mois. Qu'il y ait des événements de vie ou non, donc la naissance, un mariage, un décès, un divorce, ces événements de vie-là n'ouvrent pas le droit à sortir du régime de soins dentaires. Donc encore là, c'est une règle pour combattre l'antisélection, maintenir les coûts le plus abordables possible. Pas d'exemption possible, c'est ce que je viens de mentionner. Type de protection égale, en termes de protection familiale, égale ou inférieure à celle de l'assurance maladie.
Ensuite, s'il y a un changement de la situation familiale, on peut revoir. On ne peut pas sortir du régime de soins dentaires, mais on peut revoir la couverture familiale. Et le régime se termine à la retraite. Donc, toutes les informations sur le régime dentaire se retrouvent sur le site du SPGQ. Je vous invite à les consulter. Autre question, donc là, une série de questions qui ne rentrent pas nécessairement dans une thématique ou qui sont très, très précises dans un des thèmes qui a été abordé. Donc, un renouvellement de plusieurs mois n'est pas toujours autorisé par l'assureur. Donc, on parlait des durées de prescription de médicaments. On peut aller de façon générale, l'assureur permet jusqu'à 3 mois d'approvisionnement pour les médicaments. Des fois, pour toutes sortes de bonnes raisons, les pharmaciens vont limiter ça à 30 jours, 60 jours, notamment quand il y a des pénuries de médicaments, puis on veut contrôler l'inventaire. Aussi, évidemment, le pharmacien a un code de déontologie à suivre. Donc, idéalement, ça prend des visites fréquentes chez le pharmacien ou le médecin pour s'assurer que le dosage ne doit pas être modifié. Donc, il y a toutes sortes de raisons, des fois, qui peuvent faire en sorte que quelqu'un n'est pas autorisé à prendre un médicament pour une plus longue période. Donc, je vous invite, dans ces cas-là, à en discuter avec votre pharmacien pour comprendre pourquoi on ne peut pas prendre une durée plus longue que 30 jours dans le cas de votre médicament. Au-delà de 90 jours, il y a certains critères chez les assureurs qui peuvent permettre des durées plus longues que 90 jours. Par exemple, quelqu'un qui va en voyage, ça, c'est un des exemples. Donc, ça dépend vraiment du médicament. Il faut en parler. Il faut vraiment appeler Beneva pour comprendre pourquoi le médicament ne peut pas être pris pour une période plus longue que 90 jours. Pourquoi ne pas appliquer une tarification en fonction de l'âge comme l'assurance vie? Donc, j'ai trouvé cette question-là très intéressante et quand même très pertinente. Ce n'est pas des choses qu'on voit, là. La tarification en fonction de l'âge en assurance maladie, on ne voit pas ça en assurance collective. Pourquoi? Parce que généralement, l'employeur en paye une bonne partie, déjà là. Mais aussi parce que les assureurs sont très, très, très sensibles à ne pas faire de la discrimination en fonction de certains paramètres comme l'âge. Donc, si par exemple, on voulait mettre quelque chose en place comme ça, il faudrait premièrement s'assurer que ça respecte la Charte des droits et libertés. L'article 26, si je me souviens bien, qui dit qu'un assureur ne peut pas tarifer, entre autres, là, en fonction de l'âge, à moins que actuariellement, ça s'explique. Donc, ça serait la première chose. Ensuite, il faudrait voir, est-ce que c'est quelque chose qui est paramétrable dans les systèmes de l'assureur, dans la déduction sur la paye des systèmes de paye. Donc là, je vois vraiment une grande complexité. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre aussi que tous les membres payent un coût moyen. Donc, ils sont tarifés en fonction de l'âge. Probablement que les plus jeunes paieraient moins, mais les plus vieux paieraient un peu plus. Et là, déjà, le niveau de prime actuel est très, très, très élevé. S'il y a des groupes d'âge, il faudra augmenter de 10, 15, 20, 30 à un moment donné, ça devient un peu insoutenable. Et surtout, généralement, là, plus les gens sont âgés, bon, on est plus en âge d'avoir une famille, donc on a une tarification familiale, des fois enrichie parce qu'on a besoin de plus de soins. Donc, ça ferait des coûts qui étaient très, très élevés. Quel est l'impact des programmes des compagnies pharmaceutiques qui couvrent les médicaments coûteux comme les anticorps? Donc, ça, quand l'assureur refuse de rembourser. Donc, quand l'assureur refuse de rembourser le médicament, il y a des bonnes raisons. Le médicament parfois les compagnies pharmaceutiques peuvent avoir des programmes en place, comme par exemple des essais cliniques qui pourraient permettre de fournir ces médicaments-là. Donc, ça encore là, j'inviterais à discuter avec votre pharmacien, votre médecin, puis la compagnie pharmaceutique pour voir s'il y a des programmes qui sont en place. Mais comme la réclamation n'est pas remboursée par l'assureur, à ce moment-là, ça sort de notre giron. Est-ce que l'augmentation des coûts de l'utilisation des médicaments est seulement dans le secteur de la fonction publique? Non, c'est vraiment de façon générale partout au Canada. Donc, il y a une transformation des médicaments, là. Au départ, on avait des médicaments à 100 $ par mois, il y a 20 ans. Maintenant, on a des médicaments à 500 000 par année. Donc, ça a frappé tous les secteurs. Les deux prochaines questions concernent la contribution de l'employeur. Donc, pourquoi les employeurs privés sont en mesure de fournir une meilleure contribution alors que le gouvernement ne l'est pas? Pourquoi le SPGQ ne milite-t-il pas pour obtenir une meilleure contribution de l'employeur? Donc, ce sont des éléments de négociation.
Je pense que Martin et Denis en ont fait mention au début de la rencontre, une entente de principe qui est en place, mais c'est certain que le SPGQ négocie ce que les membres leur demandent. Donc, si vous demandez puis vous priorisez une augmentation de la contribution à l'assurance maladie, il faut laisser savoir au SPGQ, là. Donc, c'est quelque chose qui révèle beaucoup plus de la négociation. Autre question, il serait pertinent d'expliquer la portion avantage imposable associée au paiement des primes par l'employeur. Effectivement, c'est un bon point. Pourquoi qu'on n'en parle pas beaucoup? C'est parce que l'employeur ne paie pas beaucoup de primes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les couvertures d'assurance vie quand la prime est payée par l'employeur, c'est un avantage imposable au fédéral et au provincial. En assurance maladie, c'est un avantage imposable seulement au provincial, donc seulement au Québec, autrement dit, seulement au palier provincial. Donc, la contribution que l'employeur verse au régime d'assurance collective, c'est un avantage imposable. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est comme c'est un avantage imposable uniquement au provincial et non pas au fédéral. À ce moment-là, si l'employeur mettait 1 000 $ dans le régime d'assurance collective, au net, ce serait plus intéressant qu'un 1 000 $ en salaire, qui est évidemment un avantage imposable au provincial, au fédéral. Donc, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, le salaire, c'est un salaire on peut cotiser pour le régime de retraite. Donc, il y a toutes sortes d'avantages reliés à ça. Mais il y a quand même une différence au niveau du traitement fiscal. C'est pourquoi, à l'extérieur du Québec, on voit beaucoup de régimes d'assurance collective payés à 100% par l'employeur. Pouvons-nous arrêter de cotiser pour l'invalidité si nous sommes à moins d'1 an de la retraite? La réponse à cette question, c'est oui. À partir de 64 ans et demi, il n'y a plus de prime d'assurance salaire de longue durée qui est versée au régime d'assurance collective. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est la première chose. Ensuite, les gens, là, je vulgarise un peu, mais je vous inviterai à consulter la brochure et le contrat d'assurance. Mais les gens qui sont admissibles à une rente de retraite sans réduction actuarielle au niveau du REGOP, entre autres, ces gens-là peuvent renoncer à l'invalidité longue durée parce que ces gens-là n'en bénéficieront jamais. Donc, ça, il y a un formulaire qui existe, qui est disponible aussi sur le site de Beneva. Qu'est-ce qui se passe avec les assurances à la retraite? À la retraite, il y a de l'assurance vie, de l'assurance maladie qui est offerte pour les membres du SPGQ. Donc, l'assurance vie, c'est facultatif. Il faut détenir l'assurance vie une journée avant la retraite pour pouvoir la conserver. L'assurance maladie est aussi offerte aux retraités. Il y a 2 régimes en place, un régime allégé et un régime plus complet. Donc, encore là, il faut être activement au travail, participer dans le régime d'assurance maladie, pouvoir bénéficier du régime d'assurance à la retraite. Et il y avait une sous-question à ça. Donc, une situation spécifique où un employé qui est admissible à prendre sa retraite à 60 ans, qui a 56 ans en ce moment, qui prend un 4 ans de congé sans solde, puis ensuite prend sa retraite, prend son régime de retraite. Parce que est-ce que cette personne-là peut participer à son régime d'assurance à la retraite? C'est une question que j'inviterais en fait à poser, soumettre la question soit en fait peut-être à Beneva dans ce cas-ci. L'assurance maladie pour les gens qui sont en congé sans solde peut se maintenir. Mais pour une période de 4 ans, à ce moment-là, il faudrait vérifier dans la convention collective s'il y a quelque chose par rapport à ça, puis questionner. Ce n'est pas de l'information qui est facilement accessible. Donc, quoi faire pour réduire les coûts? Je vais y aller rapidement. Donc, évidemment, valoriser l'augmentation de la contribution de l'employeur au régime d'assurance collective dans le cadre des négociations, dans le cadre de vos demandes auprès du SPGQ. C'est un élément important. Opter pour des durées de prescription de 90 jours. Ça, c'est un quick win. Donc, c'est quelque chose à vraiment être sensibilisé et à vous renseigner. Considérer la pharmacie postale, ça peut être une option intéressante. D'emblée, les honoraires du pharmacien sont assez semblables. Ce sont des honoraires qui sont assez compétitifs, mais semblables à ce qu'on voit dans d'autres pharmacies. Mais d'emblée, les pharmacies postales vont recommander des prescriptions de 90 jours versus 30 jours pour des médicaments qui s'y prêtent. Fait qu'il y a beaucoup d'économies qui sont générées en adoptant la pharmacie postale. Adopter le médicament générique ou le biosimilaire. Donc, ça, il y a déjà beaucoup de gens qui le font, mais il faut continuer d'avoir cette approche-là. Utiliser le programme d'aide aux employés. Donc, c'est un programme qui est payé par l'employeur. Si on peut sauver des réclamations dans le régime d'assurance collective du SPGQ,
notamment en santé mentale, avec les services de psychologues, via le programme d'aide aux employés, puis ça pourrait permettre de contrôler un peu les coûts du régime. Et finalement, bon, de façon plus globale, s'intéresser aux enjeux de l'assurance collective, de comprendre comment ça fonctionne. C'est tous des éléments qui peuvent contribuer à contrôler les coûts du régime. Le SPGQ a fait quelques actions dans les dernières années, depuis toujours, là, mais en fait, plus dernièrement. Là, le SPGQ, évidemment, s'assure que le régime a des dispositions qui permettent de contrôler les hausses de coûts, comme beaucoup de preneurs de contrats font, en essayant de limiter les effets négatifs sur les membres. Donc, la franchise par médicament, c'est un des éléments, entre autres, qui a été mis en place. Encourager ou rembourser des médicaments génériques ou biosimilaires aussi. Donc, c'est tous des mécanismes qui permettent de contrôler les coûts. Le SPGQ se tient prêt à procéder à un appel d'offres quand le moment sera propice. Et entre-temps, le SPGQ s'assure que financièrement, ils ont une bonne entente avec Beneva. Il y a eu beaucoup aussi de consultations avec des experts pour les médicaments. Il y a eu des comités de médicaments avec Beneva. Ça, c'est une première. Le SPGQ était vraiment un leader dans les preneurs au niveau public, parapublic avec Beneva à cet égard-là. Donc, il y a eu des rencontres de comités avec des membres exécutifs qui étaient là chez Beneva pour tenter d'influencer la gestion des médicaments pour s'assurer que les dollars étaient bien investis, parce que c'est le gros de la facture du régime d'assurance collective. Il y a aussi des représentations qui ont été faites pour les iniquités entre les honoraires des pharmaciens facturés au régime privé et la RAMQ, particulièrement pour les médicaments coûteux. Finalement, bon, le SPGQ informe ses membres. Donc, en conclusion, dans le fond, s'il y a 5 choses à retenir des 2 séances d'information qu'on a faites, c'est que le régime coûte cher, principalement à cause de la contribution de l'employeur qui n'est pas élevée. Ce n'est pas parce que c'est Beneva versus Desjardins. C'est vraiment, le régime, je l'ai mentionné, là, la prime dépend des réclamations des gens. Donc, c'est ça le gros du coût. Ailleurs, ce qu'on voit dans le marché, ce qu'on voit dans le privé, l'employeur en donne beaucoup plus. Là. C'est pour ça. Donc, ça, c'est un des éléments. C'est l'élément principal, en fait. Donc, les primes dépendent du régime en très grande majorité. Le régime du SPGQ, c'est le régime de ses membres. Ce n'est pas le régime de Beneva. Ce n'est pas le régime d'un assureur. C'est vraiment le régime du SPGQ. Certaines actions peuvent aider à contrôler les coûts du régime. Ça, je l'ai mentionné. Et finalement, plusieurs ressources sont disponibles. Donc là, on ne va pas les voir ensemble, mais ça se trouve dans la présentation. Il y a différents liens qu'il faut les cliquer pour avoir accès aux différentes informations. Donc, je pense que là-dessus, je vais retourner la parole à soit Denis ou Martin. Ton micro est fermé, Denis. Merci de m'avertir. Merci beaucoup, Jonathan. Merci de ton implication. Puis, à la deuxième présentation, c'est encore agréable. Donc, je termine en vous disant que au sujet, ceux qui ont des questionnements au niveau de la nouvelle assurance collective, évidemment, suivez les AGM. OK, les détails vous seront transmis à ce moment-là. Puis, on est en train de peaufiner aussi le calendrier pour les présentations de l'automne. Donc, je vous invite à rester à l'affût. La présentation de cette vidéo-là sera aussi disponible sur le site du SPGQ. Donc, écoutez, il reste 2 petites minutes pour aller prendre une petite bouchée avant 13 heures arrive. Donc, je vous cède la place, mes chers amis, puis passez une belle journée. Je vous invite aussi à poser vos questions sur le lien que je vous ai mis aussi dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit à l'automne pour les prochaines présentations. Bonjour.